télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, c'est 27.500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Les jeunes sont ceux qui sont toujours au devant quand il s'agit d'aller voter. Mais moins de ces derniers sont votés ou associés quand il s'agit aussi de prise de décision. Une situation qui nous a poussé ce 22 juillet 2022 à poser un certain nombre de questions au président Aliou Oumarou. Suivez plutôt. Comme vous le savez, les jeunes Nigériens ont compris que pour se faire entendre, pour se faire valoir, il est plus qu'indispensable d'intégrer les formations politiques. Lors des dernières élections générales, nous avons constaté que 57% sur le fichier biométrique électoral, ce sont les jeunes à plus de 57% qui ont été enregistrés. Ce qui est très, très encourageant. Mais là où le bas blesse, quand vous prenez au niveau des postes électifs, que ce soit aux élections législatives ou les élections municipales, on a enregistré moins de 4%. Cela veut dire qu'il y a un véritable challenge, il y a un vrai défi à relever. Les jeunes sont les plus nombreux à aller voter, mais il y a moins de jeunes qui sont votés. Ça veut dire que beaucoup de travail reste à faire parce que pour que les jeunes soient dans les instances de prise de décision, il va falloir qu'ils soient autour de la table. Pour être autour de la table, il faut être élu le plus souvent. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Quand vous allez à l'Assemblée, on n'a que 3% de jeunes élus. Quand vous allez dans les municipalités, dans toutes les mairies du Niger, on a moins de 4% de jeunes qui sont élus. C'est dommage. Mais je pense qu'il y a un level de conscience qui se manifeste et c'est à encourager. Nous avons vu pour les femmes, par exemple, le quota est en train d'encourager les femmes, est en train d'avantager les femmes. Donc au niveau du Conseil national de la jeunesse du Niger, nous sommes en train de travailler avec l'ONG SOS Civisme et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Nous sommes sur un projet de loi pour attribuer le quota à la jeunesse. Parce que tant qu'il n'y a pas de texte qui va contraindre les anciens à faire place à la jeunesse, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, dans le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Dans les différentes instances de décision, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Simplement parce qu'il n'y a pas de texte qui encadre cela. Et pour que cela soit, il faut d'abord commencer par un quota. Nous, on est en train de dire, en proposant la loi à l'Assemblée, on va demander 40% de postes électifs et nominatifs. Peut-être qu'en demandant 40%, on va avoir 30 ou 35%. Parce que regardez, un pays dans lequel plus de 75% de sa population est jeune, et qu'on dit que dans les instances de prise de décision, il y a peu de jeunes, je pense que c'est inacceptable. On a la chance d'avoir un président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, qui, à l'époque, était trop jeune. Presque juste 30 ans, quand il était ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il est président de la République. Vous conviendrez avec moi qu'un tel chef d'État n'aura pas d'excuse à dire qu'on ne peut pas faire confiance à la jeunesse. Parce que lui, en son temps, étant jeune, avait occupé les postes les plus importants d'un pays. Être ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas un jeu. Donc il faut que
les jeunes Nigériens prennent conscience, que les jeunes Nigériens créent leur propre parti politique, investissent les différentes formations politiques et rentrent aussi dans les instances des partis. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être celui qui anime la galerie, rester dans les fadas, remplir les stades, remplir les salles quand il y a des meetings. Non. Quand il y a un bureau à mettre en place, que ce soit au niveau communal, local, départemental, régional, il faut que les gens soient là où les décisions se prennent. C'est comme ça qu'on va faire basculer les choses. Ce n'est pas avec les muscles, non, c'est avec l'intelligence. Et l'intelligence, nous l'avons, donc il faut que nous puissions l'utiliser pour que, pour les prochaines échéances, en 2026, les élections de 2026 ne vont pas se préparer en 2026. C'est dès maintenant, en 2022, que les gens doivent commencer à investir les différentes instances politiques. Et je vous assure qu'en ce moment, la relève peut être assurée. Parce que lorsqu'un pays comme la France, que nous imitons sur beaucoup de plans, à un président qui est trop jeune, qui souvent se permet de faire venir tous les chefs d'État africains autour de lui, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire confiance à la jeunesse de nos pays. L'usage des tenues traditionnelles au cours des cérémonies de mariage prend de l'ampleur au Niger. Une autre forme pour reprendre la culture nigérienne et la valoriser. Suivons ce reportage de Samira Hamani. Les week-ends riment avec les célébrations de mariage au Niger et surtout dans la capitale de Niamey. Ces derniers temps, l'on constate l'usage des tenues traditionnelles au cours de ces cérémonies. Auparavant, c'était l'utilisation seule de tenues modernes et même celle culture des pays voisins. Mais de nos jours, la jeunesse nigérienne a pris conscience de la diversité culturelle du Niger, ce qui les a fait penser à ressortir la culture nigérienne. En effet, en prélude à la célébration du mariage, une fête culturelle est organisée. Au cours de cette fête culturelle, communément appelée Hana, célébrée 1 ou 2 jours avant la cérémonie du mariage, les jeunes filles, amies ou familles de la mariée, chacun utilise la tenue traditionnelle de sa région, de son ethnie, ou même faire ressortir la culture de l'autre, car le Niger est un pays de fraternité, toutes choses diversement appréciées par la population. Bon, si vraiment le gars ou les organisateurs sortent en tout cas la tenue de leur culture, de leur tradition, moi je ne peux dire que, en tout cas, que c'est une bonne chose. En tout cas, peut-être que nous allons dire que c'est mieux que en tout cas les uniformes. Parce que les uniformes, nous, les parents d'enfants, nous les uniformes nous dérangent beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous avez aujourd'hui 4 à 5 filles, vous avez vu, maintenant c'est bientôt fin juillet, début août, et vous avez vu, les mariages, c'est leur apogée. Concernant la culture, le port de tenues culturelles, moi je suis un homme de culture, je ne ferai qu'en tout cas encourager les tenues traditionnelles. Si aujourd'hui nous arrivons à éliminer ou bien à modérer le port de vestes, de cravates, de souliers haut de gamme, ainsi de suite, qui coûterait peut-être le prix même de ne sais pas d'une moto ou d'une voiture, je pense que la tenue traditionnelle est la bienvenue, parce que si vous comprenez très bien, nous avons même un ministère de la culture depuis longtemps, jeunesse, sport et culture, et maintenant il y a un ministère propre de la culture, et nous avons aussi ce qu'on appelle en politique la renaissance culturelle acte 3. Donc si les gens portent en tout cas des tenues propres à leur culture, propres à leur religion, nous ne faisons qu'en tout cas applaudir cela. Parce que si vous portez une tenue propre à votre culture, propre à votre région, ou bien propre à votre religion, la même tenue vous pouvez l'utiliser pendant toutes les vacances. Et ça va vous faire moins de pertes, moins de dépenses. S'il s'agit du port, s'il s'agit de la révalorisation de nos cultures traditionnelles, je ne fais qu'encourager cela. Nous, ce que nous ne voulons pas en uniforme, c'est les dépenses ostentatoires lors des mariages. Surtout, ça là, c'est même interdit par l'État. Il y a eu un conseil des ministres qui a interdit les dépenses ostentatoires. Donc, porter des habits traditionnels pour l'organisation d'un événement culturel tel que le mariage, je pense que c'est une chose à encourager, mais il ne faut pas que ça prenne une autre forme que notre unité nationale. L'usage des tenues traditionnelles et leur modernisation font ressortir la beauté culturelle du pays. Elle a tendance à remplacer les uniformes qui sont des pertes d'économie, et même l'usage des tenues modernes
qui coûte cher et qui menace la culture nigérienne. Depuis quelque temps, le maïs et l'arachide sont de plus en plus en abondance dans les rues et les marchés de la capitale. Une de nos équipes a fait le constat au niveau du marché de Katako. Le reportage est signé Passira. Depuis un certain temps, on constate dans les grandes rues de Niamey et sur les différentes artères des marchés de la ville de Niamey la disponibilité du maïs et de l'arachide. Vendus en frais cette période à des prix plus ou moins abordables. Ces produits saisonniers permettent aux revendeurs d'en tirer profit car c'est une véritable activité génératrice de revenus. Le seul fait déploré par la plupart des vendeurs, c'est le défaut de mise en valeur de ces produits, qui pourtant font partie du patrimoine nigérien. En effet, cette saison est considérée comme étant le moment le plus propice pour l'apparition de ces produits. Force est cependant de constater qu'ils sont toujours vendus à la traditionnelle. Pourtant, ces produits sont très prisés par la population. Chez certains clients et consommateurs, l'on déplore souvent la variation du prix malgré l'abondance de ces produits. Cette instabilité du prix s'explique selon certains revendeurs par les taxes d'importation de ces produits qui proviennent pour la plupart des pays voisins. Il est donc important de stabiliser les prix pour que la population et revendeurs chacun puisse tirer son épingle du jeu. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine rencontre ses homologues turcs et iraniens pour un sommet sur la Syrie. Suivez plutôt ce reportage de la 5. Sécurité maximale pour une visite exceptionnelle. C'est seulement son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine rencontre ses homologues turcs et iraniens aujourd'hui à Téhéran. Au menu de ce sommet, de nombreux dossiers brûlants, comme la Syrie. Exit l'Occident. Depuis 2017 et le processus d'Astana, le sort des Syriens est entre les mains de cette nouvelle alliance qui dit vouloir ramener la paix dans le pays. Ces questions territoriales et notre coopération sont les premiers sujets que nous aborderons aujourd'hui. Nous signifions tous notre intention de protéger l'intégrité de la Syrie. Autre guerre au centre des discussions aujourd'hui, l'Ukraine. Ankara se propose de résoudre la crise alimentaire mondiale et de débloquer les 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes au large de la mer Noire. La Turquie fera de son mieux pour contribuer à la paix dans cette région et dans le monde. Nous espérons que ce problème de céréales et de nourriture sera résolu le plus rapidement possible. De son côté, le président russe veut envoyer un message à l'Occident. Il peut continuer à nouer de nouveaux partenariats à l'international comme bon lui semble, malgré les sanctions. Avec l'Iran, Poutine discute économie, pétrole, armement. Il prévoit notamment d'acheter quelques centaines de ces drones de combat iraniens pour les envoyer en Ukraine. Il est clair que nous ne pouvons pas nous développer isolément du reste du monde, et nous ne le ferons pas. Il est impossible d'ériger de telles barrières dans le monde moderne. Entre la Russie et l'Iran, les liens se resserrent à mesure que les sanctions occidentales renforcent leur isolement vers l'Ouest. Les échanges ont bondi de 80% l'an dernier entre les deux pays. Une ligne de train commerciale longue de 7000 km vient même d'être inaugurée. De la Russie, elle traverse l'Iran jusqu'en Inde. Un nouvel axe incontournable, économique, mais aussi militaire. Les exercices Russie-Iran se multiplient comme ici en janvier dernier, dans le golfe d'Oman. Ce nouveau pôle anti-occidental se constitue alors que les États-Unis se détournent progressivement de la région. Et ce n'est pas le voyage diplomatique raté de Joe Biden en Arabie Saoudite qui changera la donne. Je commence seulement à comprendre à quel point les intérêts américains sont étroitement liés au succès du Moyen-Orient.
Nous n'allons pas nous retirer et laisser un vide que pourraient combler la Chine, la Russie ou l'Iran. Nous allons tirer parti de cette situation grâce à un leadership américain très actif. Mais les ambitions peu convaincantes de Joe Biden ont été éclipsées par une image et un point. Ce salut au prince Ben Salman, l'homme fort de Riyad, accusé d'être le responsable de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Avec ce geste, Joe Biden a-t-il relégitimé le régime saoudien qu'il avait promis de traiter en paria? Est-ce que vous regrettez d'avoir traité les Saoudiens de paria? Je ne regrette rien. Question suivante. Vous ne regrettez rien? Je viens de vous répondre. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Ce qui est arrivé à Khashoggi est révoltant. Pouvez-vous nous assurer que ce genre de meurtre ne se reproduira pas? Mais quelle question idiote! La confrontation Est-Ouest qui se cristallise aussi autour du nucléaire iranien. Alors que Joe Biden a encore durci le ton la semaine dernière, Téhéran vient d'annoncer être en capacité de produire l'arme atomique. Parlant du gaz russe à présent, beaucoup de pays de l'Union européenne sont alimentés par ce gaz, un point stratégique pour la Russie. Suivez plutôt ce reportage de France 24. Sous les eaux de la mer Baltique se joue une part de l'avenir énergétique de l'Europe. Le gazoduc Nord Stream 1, ouvert depuis 2011, est au cœur de toutes les attentions. Long de 1224 km, il relie l'Allemagne à la Russie avec une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes par an. En 2021, 40% des importations de gaz russe vers l'Union européenne transitaient par ce canal. Mais avec la guerre en Ukraine, cette énergie est devenue une arme géopolitique. Depuis juin, Moscou a diminué ses exportations et pendant 10 jours a fait planer le doute sur une reprise des livraisons, prétextant une opération de maintenance. Désormais, il faudra attendre plusieurs heures avant de savoir si tout est revenu à la normale. Le gaz ira en Europe via Nord Stream 1, mais à en juger par les déclarations du dirigeant russe, ce sera très probablement en volume réduit, peut-être seulement 40%. Il n'y a aucune justification pour cette réduction. D'après Moscou, un problème de turbine justifierait le ralentissement du débit de livraison. De son côté, Berlin dénonce une décision politique. En juin dernier, l'Allemagne achetait encore 35% de son gaz à la Russie contre 55% 4 mois plus tôt. Une dépendance dont plusieurs pays européens ne pourront pas se défaire d'un claquement de doigts. Bruxelles s'est dit prête à imposer une réduction de 15% des besoins de gaz dans les 27 pays membres dès le mois d'août. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.